Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 5e cours du Collège de France sur les relations entre l'environnement et la santé dans l'Anthropocène. 5e cours au cours duquel nous allons aborder une question conséquente qui est celle d'une grande famille de polluants, à savoir les perturbateurs endocriniens. Et cette vaste famille sera abordée en 2 cours et 2 séminaires. Dans le premier, je me concentrerai sur les perturbateurs endocriniens qu'on peut qualifier d'historiques, dont beaucoup sont interdits aujourd'hui, mais toujours présents dans notre environnement, dans nos organismes, et qui nous permettent d'illustrer vraiment la naissance du concept, et de ce concept qui est assez fascinant du point de vue épistémologique, puisqu'il est à la confluence de différentes disciplines de biologie assez fondamentale, d'endocrinologie, d'épidémiologie, d'écotoxicologie et de toxicologie, et des grands systèmes de notre organisme. Alors, on peut considérer qu'il y a au moins 3 grands systèmes de communication dans notre organisme, le système, la génétique, le système nerveux et le système endocrinien. La génétique qui est d'une certaine façon une façon de communiquer entre les générations, c'est ce qui est transmis à la descendance, la seule chose qu'on transmet réellement. Le système nerveux qui est essentiel pour communiquer avec l'extérieur et à l'intérieur de l'organisme. Et le système endocrinien qui est aussi un système de communication interne à l'organisme, en charge d'importantes fonctions, notamment lors du développement et de maintien des grands équilibres de cet organisme, et qui dialogue avec ces différents systèmes, et aussi, bien sûr, avec l'autre système ici non représenté, à savoir le système immunitaire. Chacun de ces systèmes peut être perturbé par des contaminants environnementaux, entraînant des pathologies et des troubles. Dans le cas de la génétique, on va parler de génotoxicité. Dans le cas du système nerveux, de neurotoxicité, et dans le cas du système endocrinien, de perturbation endocrinienne. Et ces problématiques de perturbation endocrinienne sont apparues à la communauté scientifique et ont été formalisées essentiellement au cours des 30 dernières années. Et la date précise de l'apparition du concept et du terme de perturbation endocrinienne remonte à 1991. Et c'est le fruit de la convergence de 3 grandes thématiques de recherche qui se déployaient depuis la deuxième moitié du XXe siècle, et notamment celle qui a consisté à identifier les effets adverses d'oestrogènes de synthèse, et notamment le distilbène ou diéthylstilbestrol dans le milieu anglo-saxon. Des travaux sur les effets des polluants organiques persistants, et notamment PCB, DDT, sur la faune sauvage. Et puis de travaux et d'alertes concernant le versant plutôt masculin de la fonction de reproduction, en lien avec des substances à activité anti-androgénique, notamment le phtalate DEHP, mais aussi le DDE, qui est un métabolite du pesticide DDT, qui est impliqué dans les problématiques sur la faune sauvage que j'évoquais. Et c'est en faisant le rapprochement entre ces 3 concepts que celui de perturbation endocrinienne est né. Ces 3 questions, elles peuvent être vues comme distinctes si on les considère sous l'angle des effets cliniques correspondants, puisqu'il s'agit dans un cas de cancer gynécologique, dans l'autre d'effets sur la faune sauvage, et ici d'anomalies des organes reproducteurs, d'anomalies de la fertilité. Mais si on les considère à la bonne échelle, et notamment du point de vue de l'implication du système endocrinien comme une des étapes intermédiaires entre l'exposition aux substances en question et l'induction d'un effet clinique, eh bien, un point commun apparaît, et c'est celui de la perturbation endocrinienne. Donc j'aborderai aujourd'hui, après quelques généralités sur la façon dont on classifie les contaminants environnementaux, ce concept de perturbation endocrinienne, et j'illustrerai à partir des exemples historiques du DES et du DDT, qui peuvent être vus plutôt comme des perturbateurs de l'axe oestrogénique, puis des PCB et des substances perfluoroalkyles qui peuvent
peuvent être vus plutôt comme des perturbateurs de l'axe thyroïdien, à la suite de quoi William Bourguet de Montpellier nous fera un séminaire sur les travaux qu'il mène avec Patrick Balaguer sur les mécanismes de la perturbation endocrinienne à l'échelle moléculaire, avec quelque chose d'absolument original sur l'identification des interactions entre ces perturbateurs endocriniens et les récepteurs nucléaires, y compris dans le contexte de mélange de perturbateurs endocriniens. Et la semaine prochaine, nous aborderons d'autres perturbateurs endocriniens, d'autres modalités endocrines et les effets de substances non persistantes qui posent des défis particuliers du point de vue de leur caractérisation chez l'humain, ainsi que de l'impact sociétal et de la réglementation de ces substances. Alors, on entend souvent parler des perturbateurs endocriniens et ils sont vus aujourd'hui comme une des grandes familles de contaminants environnementaux, reconnus à la fois du point de vue scientifique et dans la réglementation, et notamment européenne, qui a un cadre assez clair sur la perturbation endocrinienne. Mais j'aimerais tout d'abord préciser un petit peu ce qu'on entend quand on parle de famille de polluants, puisque c'est un terme un petit peu flou. Et en fait, un des défis pour celui qui aborde l'étude de la santé environnementale, c'est qu'on ne dispose pas d'une classification des contaminants aussi univoque que celle qui existe, enfin, et qui a connu certes des fluctuations, mais pour le vivant, avec un arbre qui semble parfait et clair sur lequel on peut se promener et identifier une distance entre les êtres vivants. Donc, notre explorateur du monde de la santé environnementale aborde un continent qui est un petit peu compliqué, pas très bien décrit, et où on parle plusieurs langues et où on a plusieurs façons de classifier ces contaminants. En gros, ces façons de les classifier, ça peut être notamment par famille d'usage, du point de vue de la réglementation, du point de vue de leur nature physique, chimique ou biologique, du point de vue de leur cible biologique ou du point de vue des milieux dans lesquels on les trouve. Pour ce qui est des sources et des familles d'usage, on parle par exemple de pesticides, de médicaments, de solvants, de colorants. Bien sûr, dans chaque famille, on peut aller plus en détail. Sur les pesticides, on peut même les classifier soit en fonction de leur cible, et donc on va distinguer les herbicides, les insecticides, les fongicides, etc., soit du point de vue de leur nature chimique, avec la famille des organochlorés dont on va parler aujourd'hui, des organophosphorés, des pyréthroïdes, des néonicotinoïdes. Et puis bien sûr dans chaque famille avec un certain nombre de représentants plus ou moins connus, et parfois bien sûr on va d'emblée sur la substance, par exemple le chlorpyrifos ou le glyphosate. On décrit aussi souvent ces polluants du point de vue de leur place dans la réglementation. Certains ont le privilège d'être encadrés au niveau international par des conventions internationales qui sont bien sûr pas des lois, mais des traités et des conventions internationaux ratifiés par un nombre plus ou moins important de pays. On peut citer notamment, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la Convention de Stockholm du début des années 2000 sur les polluants organiques persistants, bien sûr celle qui encadre les gaz à effet de serre comme le traité de Paris, celle sur les substances qui ont un effet sur la couche d'ozone, ou la Convention de Minamata sur le mercure. Il y a aussi une classification qui n'a pas valeur de traité, mais une classification qui est discutée au niveau international, qui est importante, qui est le GHS, pour Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, dans lequel un certain nombre de classes de dangers, et notamment les cancérigènes, sont définies. Pas loin de ça, on peut citer le rôle absolument essentiel du CIRC, le Centre de recherche sur le cancer, situé à Lyon, organe de l'OMS qui fait le travail de synthétiser les connaissances et de reconnaître les carcinogènes et le niveau de preuve concernant leur carcinogénicité. Au niveau européen, on a tout un cadre réglementaire qui est absolument passionnant, que je ne vais pas détailler, mais qui reconnaît un certain nombre de classes de dangers qui sont essentiellement définies dans la directive CLP pour Classification, Labeling and Packaging, qui en fait définit l'étiquetage et ce qu'on doit indiquer quand il y a un danger, et où sont définis les carcinogènes, les toxiques de la reproduction, mais pas les perturbateurs endocriniens qui apparaissent dans d'autres directives.
Le cadre européen, c'est aussi la directive REACH, où sont identifiés le concept de substances très préoccupantes, ou SVHC en anglais. Et puis on a bien sûr des cadres nationaux au sein de l'Europe qui vont plus ou moins fidèlement et des fois représenter le cadre européen et des fois bien sûr le devancer, comme c'est le cas en France sur certains perturbateurs endocriniens pour lesquels le niveau de réglementation est plus strict qu'il ne l'est en Europe, par exemple concernant le bisphénol A dans les contenants alimentaires. Et donc en France, on a une réglementation qui est essentiellement rassemblée au sein des codes de l'environnement et de la santé. Ces contaminants, on les décrit aussi souvent à partir du milieu dans lequel ils se trouvent, que ce soit l'air, et on a parlé des particules fines lors des 2 précédents cours, avec par exemple aussi les composés organiques volatiles, que ce soit l'eau avec des contaminants à la fois biologiques et chimiques, que ce soit l'alimentation avec réellement des contaminants de l'alimentation, des additifs alimentaires qui peuvent avoir des effets sanitaires, et puis les grands équilibres et déséquilibres alimentaires ont aussi bien sûr un effet sanitaire et peuvent être vus comme étant dans le champ de la santé environnementale. Cette question sera traitée plus en détail par Mathilde Touvier l'année prochaine dans cette même chaire de santé publique. Et puis l'autre milieu important, c'est celui des expositions professionnelles. Au niveau des propriétés physico-chimiques, on distingue d'abord, il faut se demander si les facteurs en face desquels on est sont des facteurs complexes, des mélanges chimiques, des êtres vivants, notre environnement construit, urbain, ou des menaces systémiques. Voilà, les menaces systémiques, ça va être par exemple le changement climatique, les pluies acides, la pollution plastique, les désastres industriels ou désastres dits naturels dans lesquels en général il y a une implication des activités humaines. C'est bien sûr, et c'est historiquement la principale menace sur la santé humaine, des êtres vivants et notamment des bactéries, des virus. Et dans certains cas, on est face à des facteurs simples qui peuvent être de nature physique, par exemple de nature électromagnétique. Et là, on a une classification relativement simple en fonction de la fréquence du rayonnement ou de façon équivalente de sa longueur d'onde des rayonnements non ionisants ou ionisants, et d'autres facteurs physiques comme le bruit notamment. L'univers chimique est extrêmement vaste et j'y ai déjà un petit peu fait allusion. Et les polluants chimiques ou les contaminants ou facteurs chimiques peuvent être distingués selon leurs propriétés physico-chimiques, leur état physique, leur diagramme de phase, des propriétés chimiques qui sont déjà un petit peu toxicologiques, mais telles que notamment leurs propriétés toxidorréduction, leur nature inorganique ou organique, et l'univers des composés organiques et de toute la chimie de synthèse est extrêmement vaste, avec une distinction avec beaucoup de recoupements, comme dans toutes les autres grandes catégories que je viens d'évoquer, en fonction notamment de différentes fonctions présentes sur ces facteurs chimiques, des groupements phényles par exemple, le noyau aromatique qui est présent dans le benzène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et beaucoup d'autres contaminants, et notamment certains qu'on va voir aujourd'hui, des composés halogénés auxquels on va aussi un petit peu faire allusion. Bien sûr, une classification, une distinction importante des contaminants et des facteurs environnementaux, c'est en fonction de leur cible biologique et de leur action sur le vivant. Là encore, on peut distinguer les choses selon différentes vues. On peut, bien sûr, il faut caractériser les propriétés toxicocinétiques de la substance. On peut avoir une vision selon le système ou l'organe qui est ciblé, selon les organelles, c'est-à-dire les composants de la cellule qui sont éventuellement ciblés, selon les mécanismes d'action, selon le type de toxicité à l'échelle moléculaire, selon les pathologies induites ou selon les problèmes environnementaux qui peuvent être induits. Je ne vais pas aller dans le détail, mais bien sûr, voilà, au niveau des problèmes environnementaux, on a déjà évoqué certaines choses parce que c'est repris dans la réglementation
par exemple le fait d'altérer le climat ou la couche d'ozone. La classification orientée par maladie va définir notamment la catégorie essentielle des carcinogènes, des allergènes par exemple, des toxiques, des tératogènes et ceux qui ont des effets sur le développement notamment. Au niveau de la toxicité moléculaire, elle peut toucher l'ADN, les protéines. Au niveau de celle qui est orientée sur les mécanismes, on va distinguer des facteurs capables d'induire du stress oxydant, de l'inflammation chronique, de la perturbation des grandes voies de signalisation à l'échelle cellulaire. Et puis, au niveau des systèmes ou organes perturbés, eh bien, on va retrouver toute la toxicité vis-à-vis du système nerveux, des poumons et des reins, du foie, etc. et vis-à-vis du système endocrinien. Donc, voilà, tout ça, c'est pour rappeler que ce n'est pas trivial de décrire nos contaminants environnementaux et qu'on a ces classifications qui se recoupent. Bien sûr, l'important est de réussir à avoir en tête les différentes propriétés et de passer en revue les effets biologiques jusqu'au milieu dans lequel on les retrouve et bien sûr le cadre réglementaire, le cas échéant. Alors, donc, pendant ces 2 cours, on va discuter des perturbateurs endocriniens pour lesquels l'Organisation mondiale de la santé et le Programme international des Nations unies pour la sûreté chimique, l'IPCS, a fourni il y a une vingtaine d'années une définition qui consiste à dire qu'un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange exogène, c'est-à-dire d'origine extérieure à l'organisme et qu'on peut retrouver dans l'organisme, qui va altérer le fonctionnement du système endocrinien et conséquemment entraîner un effet adverse dans un organisme intact ou sa descendance ou des populations. Alors le mot populationnel ici est là pour notamment décrire des effets adverses qui ne vont pas être considérés comme des problèmes à l'effet individuel, mais qui peuvent l'être à l'échelle des populations. Par exemple, une perturbation du sexe ratio. Voilà, ce n'est pas un problème d'avoir 2 garçons, mais si tout le monde n'a que des garçons, il y aura des conséquences pour la survie de l'espèce. Vous voyez que cette définition, elle est spécifique dans le monde des dangers et des grandes catégories de dangers sanitaires et environnementaux parce qu'elle combine à la fois une composante mécanistique, le fait d'altérer le système endocrinien, et une composante clinique avec l'induction d'un effet adverse qui est défini par l'OMS, comme vous le voyez ici, d'une façon assez large, toute altération de la morphologie, de la physiologie qui va entraîner des troubles fonctionnels ou même une difficulté à faire face au stress et aux agressions et aux autres agressions de l'environnement. Et la définition nous dit que l'un est la conséquence de l'autre, c'est-à-dire que l'effet adverse doit être une conséquence de l'altération du système endocrinien. On ne s'attend pas, bien sûr, ici à ce que la pathologie soit entièrement et uniquement expliquée par une perturbation du système endocrinien. Pour la plupart des pathologies, et notamment des maladies chroniques dont le déterminisme est complexe, on a généralement un ensemble de mécanismes impliqués, mais là, voilà, on a une implication causale du système endocrinien dans l'étiologie, le développement de cette pathologie qui est dans cette définition. Et si vous regardez des définitions d'autres grands problèmes environnementaux ou sanitaires, il n'y a pas en général ces 2 composantes. Un carcinogène, un cancérigène, c'est une substance qui induit le cancer. Bien sûr, quand on pense à cancer, on pense souvent à de la génotoxicité, à des mutations génétiques, mais ce n'est qu'un des mécanismes d'induction du cancer. Et la définition d'un cancérigène n'implique pas du tout que la substance va entraîner le cancer, essentiellement, principalement ou même partiellement, en induisant des mutations génétiques. Là, dans le cas de la perturbation endocrinienne, l'OMS, l'Union européenne qui a repris cette définition dans sa réglementation sur les pesticides,
ont choisi d'avoir ces doubles composantes, ce qui constitue un défi dans l'identification des perturbateurs endocriniens, et on y reviendra à partir des différents exemples. Il faut savoir qu'il y a d'autres définitions qui circulent, qui sont évoquées, et notamment une définition plus simple qui en fait reprend uniquement la première partie de la définition, consiste à appeler perturbateur endocrinien toute substance qui va interférer avec le système endocrinien, qu'il y ait ou pas l'induction d'un effet adverse démontré. Donc là, une vision purement mécanistique, qui est un peu équivalente, d'un certain point de vue, à la définition, par exemple, des mutagènes ou des génotoxiques. On a une définition de la substance en fonction de sa cible biologique, dans un cas le génome, ici le système endocrinien. En gros, dans le contexte américain où il n'y a pas de définition et une place des perturbateurs endocriniens moins présente dans la réglementation, c'est un petit peu la définition implicite qu'ils ont tendance à utiliser. Ce système endocrinien, il comporte un grand nombre d'organes qui sont représentés ici, qui synthétisent différentes hormones avec des fonctions extrêmement variées tout au cours de la vie, et qui sont impliquées notamment dans l'essentiel de nos fonctions, par exemple le sommeil pour la mélatonine sécrétée par la glande pinéale, par exemple la régulation du rythme cardiaque et de l'humeur pour les hormones thyroïdiennes, mais aussi durant le développement, du développement du cerveau, qui est sous le contrôle de cette hormone thyroïdienne, des hormones impliquées dans la digestion, dans le métabolisme du glucose, bien sûr dans le cas des hormones pancréatiques, dans la fertilité, la reproduction pour celles sécrétées au niveau de l'utérus, des testicules, des ovaires, dans l'adipogénèse. Et les œstrogènes ont aussi cette fonction d'induction sur le stockage de la masse grasse, de la réponse au stress avec l'adrénaline, et bien sûr de la grossesse, de l'allaitement, de la sexualité pour d'autres hormones sécrétées au niveau de la glande pituitaire. Alors, tout ceci nous donne une idée de la diversité des pathologies et des troubles qui peuvent être induits dans le cadre d'une perturbation de ce système endocrinien. Cela va d'anomalies du développement dans le cadre d'exposition précoce, et par exemple d'anomalies neurodéveloppementales du fait de l'implication de l'hormone thyroïdienne dans le développement du cerveau, à la perturbation de tous ces équilibres, du métabolisme, donc de la prise de poids, de la fertilité, de la fonction de reproduction, de la fonction cardiaque, et aussi, on le verra, de pathologies cancéreuses. Je parle du système endocrinien, et il y a une spécialité médicale de l'endocrinologie, mais bien sûr, le système endocrinien ne fonctionne pas de façon isolée dans notre organisme, et la place, de toute façon, et l'implication de l'hypothalamus illustre d'abord l'intrication extrêmement forte de ce système endocrinien, d'abord avec le système nerveux, et c'est tout le champ de la neuroendocrinologie. Système nerveux qui va recevoir des stimuli de l'environnement extérieur ou de l'organisme, les communiquer via l'hypothalamus qui reçoit les influx nerveux d'autres régions du cerveau au système endocrinien en influençant l'activité notamment de la glande pituitaire. Ce système, il y a donc cette intrication neuro-endocrinienne. Il y a aussi un dialogue très clair entre le système endocrinien et le système immunitaire, avec notamment les cytokines qui sont impliquées dans le fonctionnement de cet axe aussi hypothalamo-pituitaire surrénalien. Et donc un dialogue en fait entre ces trois systèmes, et on pourrait même dire aussi bien sûr la génétique, puisque
Le fonctionnement du système endocrinien, in fine, se fait via des récepteurs nucléaires qui vont modifier l'expression de certains gènes. Et avec un autre système, si on peut parler de système, qui est celui du métabolisme. Et donc beaucoup de perturbations endocriniennes correspondent en fait à de la perturbation métabolique. Donc on identifie et on distingue les perturbateurs endocriniens. On parle un petit peu moins de perturbateurs immunitaires, de perturbateurs métaboliques. On parle très clairement de neurotoxiques. Tout cela, en général, est assez fortement intriqué et un effet sur le système endocrinien peut se traduire par des conséquences extrêmement variées du fait de cette intrication et du fait de l'action du système endocrinien sur l'expression des gènes, c'est-à-dire le niveau de nos protéines qui sont au cœur de l'ensemble des mécanismes de l'organisme. On distingue plusieurs modalités endocriniennes, plusieurs grands axes. On ne va pas avoir le temps d'illustrer la perturbation de chacun de ces grands axes, qui sont notamment l'axe des glucocorticoïdes, cortisol et cortisone, l'axe de l'hormone thyroïdienne, l'axe de la testostérone, les androgènes, l'axe œstrogénique, et c'est surtout sur ces trois axes, thyroïde, androgène et œstrogène, dont on va discuter, mais aussi IGF-1 ou l'axe impliquant la prolactine et la PIH qui inhibe la prolactine. Donc on a des exemples de perturbateurs endocriniens dans la plupart de ces modalités, et vous voyez qu'en fonction de la modalité endocrinienne concernée, les conséquences cliniques vont être différentes. Donc cette perturbation endocrinienne, on peut se la représenter en schématisant de manière très simple le fonctionnement du système endocrinien comme un système où la glande endocrine va synthétiser certaines hormones qui vont être métabolisées, activées dans certains cas, transportées jusqu'à un organe cible où elles vont se lier à un récepteur nucléaire, altérer l'expression génétique et avoir l'effet biologique souhaité, entre guillemets, dans une vision un petit peu téléologique. Et cette perturbation endocrinienne peut survenir à chacun de ces niveaux, que ce soit la synthèse des hormones, que ce soit leur transport, leur métabolisme ou leur action dans l'organe cible avec les récepteurs nucléaires. On verra quand même qu'on a essentiellement des exemples, et c'est là où ça a été le plus étudié, de perturbations endocriniennes à l'échelle des récepteurs nucléaires, et ce sera notamment illustré par le séminaire de William Bourguet tout à l'heure. Récepteurs nucléaires qui constituent une super famille de 49, si je ne me trompe pas, protéines, qui sont des facteurs de transcription, c'est-à-dire qui vont se lier à l'ADN et induire une réponse du point de vue transcriptionnel, du point de vue de l'expression de certains gènes dans un sens ou dans l'autre, répression ou augmentation de l'expression et du niveau de la protéine correspondante. D'un point de vue strict, ces 49 récepteurs nucléaires n'ont pas tous pour ligand naturel des hormones. Ce sont ceux que j'ai déjà évoqués, le récepteur au glucocorticoïde, au progestérone, œstrogène, testostérone et à l'hormone thyroïdienne qui font rigoureusement partie du système endocrinien. Mais par extension, on a tendance à parler aussi de perturbations endocriniennes dans le cas d'interactions avec d'autres récepteurs nucléaires dont le ligand naturel n'est pas typiquement une hormone. Et là encore, il est possible que William Bourguet nous fournisse des illustrations de ceci. Voilà, donc là, on est à la frontière du concept. Mais il faut être conscient que dans certains cas, on va parler de perturbations endocriniennes pour des perturbateurs, par exemple de PPAR gamma, dont le ligand est plutôt constitué de lipides et pas d'hormones. Donc, à l'échelle moléculaire, et je vais être succinct ici, puisque ce sera repris,
on a cette interaction qui est du point de vue chimique et pas bien sûr une liaison covalente, qui est une liaison plutôt faible en général entre l'hormone naturelle et le récepteur nucléaire. Eh bien, le perturbateur endocrinien, c'est une substance qui, à un certain niveau, va ressembler à l'hormone, sans être forcément identique à l'hormone, et va pouvoir se lier avec le site de liaison du récepteur nucléaire et avoir des effets qui sont soit agonistes, qui vont dans le même sens que l'hormone naturelle, ou bien antagonistes et bloquer l'action éventuelle de l'hormone. Donc l'organisme va croire que l'hormone est là alors qu'en fait c'est un perturbateur endocrinien, ou bien ne va plus pouvoir répondre à la présence de l'hormone d'une façon, là encore, très schématique. On est là face à un piratage de ce système de communication du système endocrinien. Donc ça, c'est des schémas, mais vous voyez que ici, sur ces travaux de William Bourguet, vous avez réellement cette interaction entre le récepteur, ici c'est pipar gamma, la grosse structure protéique en hélice, et une substance qui est avec deux noyaux aromatiques, là en blanc et rouge, qui est un dérivé du bisphénol A, un dérivé bromé du bisphénol A, le tétrabromobisphénol A, qui est présent sur le site de liaison de pipar gamma sans être le ligand naturel de ce récepteur nucléaire. Donc ça, c'est la perturbation endocrinienne à l'échelle fondamentale, même si, comme je le dis, il y a d'autres modalités et d'autres mécanismes de perturbation endocrinienne, par exemple via l'altération du métabolisme des hormones. Si une substance va interagir avec l'aromatase, eh bien, la sécrétion d'œstrogène va être altérée et on peut parler de perturbation endocrinienne. Alors, cette définition et ces généralités sur la perturbation endocrinienne nous mettent le doigt sur des éléments qui sont qu'on peut s'attendre à une certaine complexité des effets biologiques ou cliniques des perturbateurs endocriniens, notamment complexité en termes de fonction dose-réponse, puisqu'on sait que les hormones ont des effets sur le vivant qui ne sont pas linéaires, monotones, avec des effets de rétroaction complexes. Et donc on peut s'attendre à ce que des substances qui perturbent le fonctionnement des hormones aient aussi une complexité similaire du point de vue de leurs effets sur le vivant. On peut s'attendre aussi à une certaine complexité dans l'établissement de la démonstration qu'une substance est un perturbateur endocrinien. Ça, c'est lié à la complexité de notre définition de la perturbation endocrinienne à deux niveaux, avec la composante mécanistique et la composante clinique, et le lien causal entre les deux. On peut s'attendre à une grande diversité des perturbateurs endocriniens du point de vue des sources et de leur nature chimique, tout simplement parce que cette définition de la perturbation endocrinienne, ce n'est pas une définition par famille chimique, mais par cible dans le vivant, et qu'il n'y a pas de raison de penser que toutes les molécules qui interagissent avec le système endocrinien se ressemblent du point de vue des familles chimiques. Et on verra qu'on retrouve des perturbateurs endocriniens dans de nombreuses familles d'usage et de nombreuses familles chimiques. Une diversité des effets cliniques possibles des perturbateurs endocriniens du fait de la diversité des rôles de notre système endocrinien depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie. Et là encore, on en aura une illustration avec des pathologies développementales, des pathologies cancéreuses, des pathologies métaboliques qui peuvent être induites par ces perturbateurs endocriniens. Et puis, on va s'attendre à des effets de perturbateurs endocriniens, dans certains cas, à des doses extrêmement faibles, notamment pour les perturbateurs endocriniens qui interagissent avec les récepteurs nucléaires, parce que les hormones agissent aussi à de très faibles doses. Alors, ça va dépendre bien sûr de l'affinité de ces perturbateurs avec les récepteurs nucléaires, mais on verra que certains perturbateurs endocriniens ont une affinité assez forte, pas très éloignée de celle des ligands naturels avec les récepteurs nucléaires. Venons-en tout de suite à deux familles de perturbateurs endocriniens historiques, le distilbène et le DDT, pesticide organochloré. Donc là,
on fait un bond, on va dire, d'un petit siècle en arrière, avec ces substances qui sont notamment des perturbateurs de l'axe des œstrogènes. Les hormones œstrogènes ont des rôles essentiels dans le développement des caractères sexuels secondaires, par exemple le développement de la glande mammaire, dans le cycle menstruel, dans la maturation des spermatozoïdes, dans la sexualité. Ils sont aussi impliqués, comme je l'ai évoqué, dans le métabolisme, le stockage des graisses, le maintien du poids corporel, la formation des os. Bien sûr, on connaît les effets de la ménopause sur la fragilité osseuse, sur la rétention d'eau dans l'organisme. Donc voilà, cette diversité des fonctions à l'échelle d'une famille d'hormones, les œstrogènes, il se lie à plusieurs récepteurs œstrogéniques nucléaire et aussi un récepteur membranaire qui est le GPR30, ce qui est une autre voie d'action potentielle d'ailleurs des perturbateurs endocriniens. Ce récepteur ou ce dimère entre le récepteur aux œstrogènes et l'œstrogène va être capable de se lier à l'ADN à plusieurs sites du génome, et plus de 80 séquences ont été identifiés, sites de liaison avec l'ADN. On a trois œstrogènes principaux, l'œstrone, l'œstradiol et l'œstriol, et puis un quatrième, l'estétrol, qui est synthétisé uniquement pendant la grossesse. Vous voyez ici que ce sont des molécules avec plusieurs noyaux aromatiques. Ces œstrogènes ils sont synthétisés à partir de l'androgène via l'action d'une enzyme qui est l'aromatase. Et on est face à la première famille d'hormones qui ont été synthétisées, ou en tout cas la première famille d'hormones pour lesquelles on a réussi à synthétiser des substances avec une activité similaire. Bon, bien sûr, depuis le début des années 20, il y a un siècle, on connaissait l'insuline et son rôle sur le métabolisme des glucoses, ce qui a permis le traitement du diabète. Ce traitement du diabète, il s'est fait essentiellement en purifiant de l'insuline d'autres espèces animales et en l'administrant aux patients diabétiques. Après la découverte de l'œstradiol notamment, on a essayé, et les chimistes ont réussi à synthétiser des substances avec une activité œstrogénique, et le choix a été fait d'administrer certaines de ces substances synthétiques comme médicaments. Et c'est notamment l'œstradiol benzoate, l'éthynylœstradiol, la pilule contraceptive, et le distilbène. Donc là, il y a une différence avec ce qui a été fait dans le cadre de l'insuline et du traitement du diabète, pour lequel on a préféré, ou on a purifié l'hormone naturelle chez le porc et d'autres espèces pour l'administrer aux humains. Ici, on a synthétisé des molécules avec un effet œstrogénique, mais qui étaient différents des hormones œstrogéniques naturelles. Vous voyez ici, dans le cas du distilbène, c'est une molécule qui a, vue de loin, une certaine similitude avec l'œstradiol naturel. On retrouve deux noyaux aromatiques, mais enfin, on n'est pas du tout sur... et on a aussi ces deux groupements OH aux extrémités, mais on n'a pas du tout la même molécule. Et ça, il est possible que ce soit en partie à l'origine des effets adverses nombreux qu'on observe avec ces œstrogènes de synthèse. Une personne qui est à l'origine de cette synthèse du distilbène, c'est Dodds, un Anglais, qui a réussi à le synthétiser à la fin des années 30. Et tout de suite, il y a eu l'idée de le prescrire aux femmes enceintes, parce qu'on se rendait compte que dans le cas d'une fausse couche, il y avait une baisse hormonale, baisse qu'on attribuait... à qui on attribuait l'origine de la fausse couche spontanée, ce qui est inversé la notion de cause à effet. En fait, la baisse des hormones, c'est la conséquence de la fausse couche, mais pas sa cause. Toujours est-il que
sur cette hypothèse erronée, on a eu l'idée de prescrire le distilbène aux femmes enceintes avec cet argument de diminution du risque de fausse couche spontanée notamment. La substance a été autorisée dès les années 40 aux États-Unis et aussi en France. À l'époque, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir des essais randomisés rigoureux pour démontrer l'efficacité d'une molécule pour avoir le droit de la commercialiser. Ces essais randomisés, notamment du point de vue de l'effet éventuel sur le risque de fausse couche, ont été réalisés un petit peu plus tard et il y en a eu un notamment qui a été publié en 1953, essai qui a démontré que le distilbène n'avait absolument pas d'effet protecteur vis-à-vis du risque de fausse couche. Ça a été publié dans une grande revue de gynéco-obstétricale, l'American Journal of Obstetrics and Gynecology, sans avoir le moindre effet sur l'usage de la molécule qui a continué à être prescrite aux femmes enceintes, plutôt, notamment aux États-Unis, plutôt aux femmes enceintes plutôt favorisées, entre guillemets, socialement, à qui leur médecin conseillait cette molécule. On ne connaît pas le nombre de femmes réellement exposées au distilbène. Il y a des estimations qui varient, qui sont au moins de 1 à 2 millions de femmes exposées pendant leur grossesse aux États-Unis. En France, Alfred Spira avait estimé au début des années 80 qu'on était de l'ordre de 200 000, ce qui fait de la France avec la Hollande, un des 3 pays où on a beaucoup utilisé cette molécule dans le contexte de la grossesse. En 1970-71, Arthur Herbst aux États-Unis démontre un lien avec des cancers extrêmement rares, normalement, des adénocarcinomes gynécologiques chez des jeunes filles, ce qui entraîne l'interdiction de la substance en 1971 aux États-Unis et 6 ans plus tard en France. Elle a aussi été utilisée du fait des effets des hormones sur la croissance, dans le cadre de l'élevage. Alors là, c'est un usage où la France a, à ma connaissance, pas suivi les États-Unis, donc avec un usage aux États-Unis au moins jusqu'à 1973 pour soutenir la croissance chez les bovins. Je ne sais pas si ça vous fait envie. Donc là, on est sur une publicité de 1955, vous voyez, stilbestrol, et la publicité équivalente chez l'humain, absolument terrible rétrospectivement, ce bébé merveilleux qui se demande vraiment, il est un petit peu apeuré en fait quand on regarde bien, et vous voyez qu'on nous indique que là c'est le nom du médicament commercial Desplex, peut prévenir les fausses couches spontanées, le travail prématuré, et cette phrase aussi absolument terrible, recommandée en prophylaxie de routine dans toutes les grossesses. Hein, c'est l'idée magique du médicament qu'on donnerait à tout le monde, avec un chiffre d'affaires du coup accru, avec des allégations médicales qui sont fausses. Et là, on est déjà au début des années 50, c'est-à-dire que l'essai randomisé de 1953 de Dickman que j'ai évoqué a été publié et on continue à prêter des propriétés, des vertus thérapeutiques au distilbène. Alors en fait, heureusement, il n'a pas été utilisé dans toutes les grossesses, mais quand même à certaines périodes, de l'ordre de 1% des grossesses aux États-Unis ont pu être exposées à cette substance. Du point de vue toxicocinétique, on est face à une substance qui n'est pas persistante dans l'organisme, avec une excrétion qui est bimodale, au bout d'un premier pic à 17 heures et un autre au bout de 5 à 6 jours, à partir d'expérimentations chez les bovins. La molécule se distribue dans l'ensemble de l'organisme, elle traverse le placenta sans difficulté et a tendance à s'accumuler dans les organes génitaux, en tout cas c'est observé dans des modèles murins. La substance est aussi métabolisée et bien sûr en termes d'effets, on peut comme toujours s'attendre à ce que les métabolites aient des effets. Ce métabolisme il passe par les enzymes cytochromes et certains de ces métabolites sont capables de se lier directement à l'ADN et sont identifiés comme des cancérigènes. Et l'excrétion se fait plutôt par excrétion biliaire.
c'est-à-dire qu'on va surtout retrouver des traces du médicament dans les selles et beaucoup moins au niveau des urines. Alors, comme je le disais, c'est un oestrogène de synthèse. Elle a été synthétisée en recherchant une substance qui a le même effet que l'œstrogène. Et vous voyez ici, dans ces tests avec un gène rapporteur, avec l'approche Calyx, qui donne en fait l'affinité de la molécule pour le récepteur aux œstrogènes, grâce à un système de gène luciférase dans lequel on a de la lumière qui est induite si le gène inséré qui contrôle la luciférase est activé. Vous voyez que l'affinité du distilbène pour le récepteur aux œstrogènes est tout à fait similaire à celle de l'œstradiol, l'œstrogène sécrété par l'organisme, avec une saturation et une force du signal qui est très claire dès des concentrations de 10-11 mol par litre. Et ça fait partie très clairement des agonistes de récepteurs aux œstrogènes les plus puissants et plus puissants que d'autres qu'on évoquera tout à l'heure, comme notamment le DDT. Vous avez ici la preuve, entre guillemets, cristallographique de cette affinité, de cet effet direct sur le récepteur aux œstrogènes, avec ici le distilbène qui est dans le récepteur ER-alpha des œstrogènes. À côté, c'est le tamoxifène, un anti-œstrogène cette fois, médicament anti-cancéreux sur lequel je reviendrai, et ici le stradiol naturel placé qui interagit au même niveau du récepteur aux œstrogènes. Donc là, voilà, on a la démonstration moléculaire que les travaux de Dodds sont efficaces, entre guillemets, du point de vue de ce qui est souhaité, à savoir que cette molécule passe dans l'organisme comme de l'œstrogène. Alors revenons aux effets du distilbène. Il y a eu, à partir des années 70, des registres de cancer, et notamment des adénocarcinomes à cellules claires, qui ont été établis aux États-Unis à la suite des alertes données par Arthur Herbst, ce qui a permis de documenter l'incidence de cet adénocarcinome, alors essentiellement du vagin et aussi du col, de l'utérus, qui était donc une incidence qui est ici de l'ordre de 0,03 pour 1000 femmes pour celles qui sont nées dans les années 50, avec donc une incidence de la pathologie qui survient environ 20 ans plus tard. C'est des registres qui ont été mis en place dans les années 70. Incidence qui diminue progressivement jusqu'aux femmes nées dans les années 70, qui n'ont plus été exposées au distilbène. Et là, vous voyez vraiment le rapport d'incidence absolument colossal de la pathologie qui disparaît à mesure qu'on cesse d'utiliser la molécule. Alors vous voyez qu'en fait, on cesse d'utiliser la molécule avant son interdiction. C'est probablement lié au fait qu'à la fin des années 60, on a compris que l'origine des fausses couches n'est pas hormonale et qu'il y a une proportion assez importante de fausses couches qui sont liées à des anomalies génétiques et chromosomiques, avec les travaux des couples Bouet, notamment en France. Et donc on a commencé à cesser d'utiliser la molécule avant d'identifier ces dangers. D'autres données purement écologiques, là il n'y a pas de données individuelles sur l'usage de la molécule, ça c'est l'incidence du cancer par classe d'âge de naissance, par cohorte de naissance, aux États-Unis. D'autres données écologiques, c'est celles qui consistent à mettre en relation les ventes de distilbène avec le nombre de cas d'adénocarcinome à cellules claires une vingtaine d'années plus tard, et vous voyez qu'il y a une superposition. Ces travaux écologiques ne sont bien sûr pas une preuve forte, même si là on n'est vraiment pas dans le cadre d'une recherche aléatoire d'association, mais d'une question avec des hypothèses a priori claires. Mais elle démontre qu'on est dans une situation qui est en fait plutôt une exception en santé environnementale, où le facteur environnemental explique la quasi-totalité des cas du trouble qui nous intéresse.
C'est une situation qui est, du point de vue méthodologique, si je peux dire, malheureusement, extrêmement favorable, parce que c'est là que c'est le plus simple d'identifier l'effet de la substance. Comme la pathologie ne survient pas en l'absence de la substance, il suffit de quelques cas pour qu'on soit alerté et qu'on se dise qu'il y a un problème et qu'on essaye de remonter vers la cause. Si on est face à une substance qui va juste augmenter un petit peu de quelques pourcents ou même de quelques dizaines de pourcents le risque d'une pathologie qui est par ailleurs fréquente, le cancer du sein, la cryptorchidie, c'est beaucoup plus difficile de distinguer ce petit signal en l'absence d'outils ou d'approches bien spécifiques, de registres d'usage ou d'études toxicologiques ou de cohortes faites spécifiquement. Et il est probable que beaucoup d'autres effets environnementaux qui sont moins spécifiques que le distilbène soient passés inaperçus en l'absence de systèmes de détection spécifiques. Alors l'alerte, je présente les choses pas complètement dans l'ordre, l'alerte c'est vraiment les travaux de Arthur Herbst, publiés en 1970 et puis en 1971. Arthur Herbst qui a avec ses collègues du Vincent Memorial Hospital à Boston identifié 6 puis 8 cas d'adénocarcinome chez des jeunes femmes, en gros entre 16 et 20 ans, 22 ans, à un âge où normalement ce cancer ne survient pas, cancer qui est rare et qui survient plutôt après la ménopause. Donc ils ont tout de suite été alertés, ils ont décrit ces cas et ils ont mis en place une étude cas témoin consistant à comparer ces 8 jeunes femmes à d'autres jeunes femmes qui n'avaient pas le cancer, du même âge, nés dans les mêmes hôpitaux, 4 témoins par cas, en essayant de comprendre ce qui distingue les cas des témoins. Et on dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'ils n'avaient pas tant que ça d'hypothèses au début, et c'est en discutant avec la mère d'une de ces jeunes femmes dans l'ascenseur qui lui a dit qu'elle avait pris du distilbène pendant la grossesse, qu'il a eu l'idée d'ajouter dans son questionnaire ce point-là, qui est la seule caractéristique qui, de façon complètement claire, distinguait les cas et les témoins, puisque 7 des 8 cas avaient une exposition reconnue au distilbène. Pour la 8e, on ne sait pas, mais il est possible que la mère, n'était pas au courant de son exposition, alors qu'aucune des témoins n'avait été exposée au distilbène. Donc ça a été publié dans le New England Journal of Medicine, et tout de suite, la Food and Drugs Administration aux États-Unis a interdit l'usage de la molécule dans le contexte de la grossesse. D'autres études cas témoins ont été conduites. Là, vous voyez, c'est toute la puissance de ces études cas témoins où on n'a pas besoin d'attendre 20 ans pour identifier une association. On est en rétrospectif sur des cas qui surviennent aujourd'hui et on interroge ces cas ou leurs mères sur leurs activités, leurs expositions dans le passé. Et c'est très efficace, surtout si on a des questionnaires où on a un moyen de se remémorer l'exposition, ce qui est possible, même si ce n'est pas toujours évident, notamment dans le cas du distilbène, qui a été prescrit à beaucoup de monde et peut-être dans certaines situations sans donner trop de détails. Si la substance était un contaminant environnemental non persistant, cette approche serait impossible parce que ce n'est pas avec un questionnaire rétrospectif à une femme qui a accouché il y a 20 ans, qu'on va savoir si elle a été exposée à telle ou telle substance, un phtalate ou un bisphénol, par exemple. Quand on regarde la distribution des âges de ces femmes qui ont été exposées dans leur vie intra-utérine au distilbène, on voit un pic très clair autour de 15-20 ans. Il y avait une crainte d'un pic très important secondaire qui surviendrait autour de la quarantaine. Il y a bien un pic d'incidence après 40 ans, mais beaucoup plus faible, heureusement, que ça a pu être craint. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'essentiel des cas d'adénocarcinome induits par le distilbène sont survenus, puisque les dernières prescriptions remontent à une quarantaine d'années en France, où on a continué à l'utiliser plus longtemps. À partir d'études de cohortes qui ont été mises en place dans les années 70 aux États-Unis, malheureusement pas en France, on a pu estimer l'incidence de la pathologie. Avec les études cas témoins, comme on recrute les cas et les témoins séparément, ça ne permet pas d'estimer l'incidence de la maladie, mais simplement
le rapport du risque entre des exposés et des non exposés, mais pas l'incidence de façon absolue. Il faut des cohortes, et ces cohortes permettent d'identifier une augmentation de l'incidence par rapport à la population générale qui est de l'ordre de 30 ou 30 à 40 pour l'adénocarcinome du vagin à cellules claires. Donc vous voyez, ce n'est pas une maladie, c'est une augmentation absolument spectaculaire avec des risques relatifs ou des rapports d'incidence standardisés qu'on approche très rarement pour d'autres facteurs environnementaux où on a des augmentations de risque beaucoup plus faibles et donc beaucoup plus de difficultés pour identifier les effets. Alors vous voyez ici, j'y reviendrai, chez les femmes exposées in utero, une augmentation possible aussi de l'incidence du cancer du sein. Cette augmentation de l'incidence du cancer du sein, elle est claire déjà en fait chez les femmes à qui on a prescrit le Distilbène pendant la grossesse, avec une augmentation d'environ 30% de ce risque de cancer du sein. Pour ce qui est de la santé de leur descendance, il y a une certaine augmentation qu'on voyait sur la diapositive précédente de ce risque de cancer du sein qui est moins importante et qui, d'après les auteurs du dernier suivi de ces cohortes, qui remonte, vous voyez ici, à 2019, pourrait être expliquée par les effets du Distilbène sur différents facteurs de la vie reproductive, sur notamment le fait que ces femmes exposées in utero ont une fertilité diminuée, dans la mesure où on sait que ces facteurs de la vie reproductive, et notamment un faible nombre de grossesses, sont associés à un risque accru de cancer du sein. Bon, il n'empêche que c'est un lien, quel que soit le mécanisme impliqué ici de cette association entre l'exposition intra-utérine et le cancer du sein. Bien sûr, on ne peut pas invoquer ce mécanisme qui passe par les facteurs de la vie reproductive pour l'augmentation de risque de cancer du sein chez les femmes exposées alors qu'elles étaient enceintes. Si on continue et on poursuit le suivi de ces femmes, et vous voyez que c'est un suivi, et c'est uniquement avec le suivi à long terme de ces femmes exposées dans la vie intra-utérine qu'on voit apparaître certains effets, il y a aussi un signal concernant le cancer du pancréas qui ne fait pas partie des effets qui ont été historiquement attribués au Distilbène, mais qui sont nets dans cette cohorte américaine, qui est la principale source d'information sur les effets à long terme du Distilbène, qui est tout à fait rigoureuse du point de vue de l'identification de l'exposition. Et donc là, on a une nouvelle implication et une nouvelle cible du point de vue cancer de ce Distilbène sur la santé. Et il est clair que si les effets du Distilbène s'étaient restreints au pancréas, qui est un cancer qui est plus fréquent que l'adénocarcinome, eh bien, il est clair ou il est peu probable qu'on aurait aussi rapidement, on aurait identifié ces effets dès les années 70. À l'échelle, du côté masculin, on a beaucoup parlé d'augmentation de l'incidence du cancer du testicule. C'est possible, mais on n'a pas de démonstration forte, faute d'un suivi avec une puissance satisfaisante. Tout ça, ce sont des données chez l'humain, à part ce que j'ai évoqué concernant l'affinité pour le récepteur aux oestrogènes. Chez l'animal, on arrive à induire des tumeurs dans le cadre d'une exposition précoce au Distilbène, notamment des tumeurs mammaires, mais aussi différents effets que je ne vais pas détailler sur l'induction de tumeurs, à la fois, notamment des tumeurs mammaires pour ce qui est de l'étude et de la synthèse que je vous présente ici. Et la conclusion du CIRC dans son évaluation du Distilbène, c'est qu'on a un niveau de preuve fort concernant l'induction de tumeurs des ovaires, de l'endomètre, du col de l'utérus et de la glande mammaire par le Distilbène. Au niveau des mécanismes précis impliqués, ce n'est pas facile d'identifier un mécanisme unique, et il n'y a pas de raison qu'il y ait de mécanisme unique. On sait que le Distilbène est capable de perturber une voie de signalisation importante qui est celle de NF-κB, qui est impliquée dans la progression du cancer du sein et la résistance aux anti-œstrogènes. On sait que le Distilbène peut induire des altérations épigénétiques
notamment dans des zones qui codent pour des DNMT, qui sont des enzymes capables de transférer des groupes méthyl et donc d'altérer les marques épigénétiques dans le génome et du coup de perturber l'expression de différents gènes. J'ai évoqué que certains métabolites du distilbène, notamment le DES-quinone, étaient eux-mêmes directement mutagènes. On se rend compte que certains des effets et que l'induction de certaines tumeurs par le distilbène ne s'observe pas quand on a des animaux mutés, KO pour le récepteur, pour le gène qui code pour le récepteur aux œstrogènes, ce qui plaide en faveur bien sûr de l'implication de ce récepteur aux œstrogènes dans la carcinogénicité du distilbène. Et globalement, il est clair qu'il y a plusieurs mécanismes biologiques qui sont impliqués dans ce développement de tumeurs par le distilbène, dont certains sont indépendants des œstrogènes et dont certains sont dépendants des œstrogènes. Et il y a clairement une implication du récepteur aux œstrogènes. Je ne vais pas détailler trop longtemps, mais vous voyez ici, par exemple, l'altération de l'expression d'un gène OXA10 qui est impliqué dans certaines des anomalies des organes reproducteurs induites par le distilbène. Cette altération de l'expression du gène par le distilbène, elle s'observe chez des souris de type sauvage, mais quand on fait des souris KO pour le gène qui code le récepteur aux œstrogènes, on n'a plus d'effet du distilbène, ce qui illustre qu'une partie de l'effet du distilbène passe par son affinité pour le récepteur aux œstrogènes que j'avais évoqué tout à l'heure. La même chose ici pour l'induction d'anomalies dans l'oviducte sur des modèles murins. Ces anomalies ne s'observent pas chez les souris KO pour le gène qui code pour le récepteur aux œstrogènes. Donc globalement, on a pour le cas du distilbène une grande cohérence à toutes les échelles du vivant concernant l'induction de tumeurs et d'anomalies des organes reproducteurs ainsi que de tumeurs mammaires, avec à l'échelle moléculaire l'affinité souhaitée et très nette du distilbène pour le récepteur aux œstrogènes, avec à l'échelle cellulaire l'induction d'anomalies tissulaires, anomalies qui ne s'observent pas chez des animaux mutés du point de vue du récepteur aux œstrogènes, avec en toxicologie in vivo l'induction de tumeurs, notamment mammaires, mais pas seulement, chez ces animaux par le distilbène, avec chez l'humain une augmentation du risque d'adénocarcinome du vagin à cellules claires, de cancer du sein, de cancer du pancréas aussi, chez les femmes exposées soit à l'âge adulte, soit dans la vie intra-utérine, et puis des données écologiques qui sont absolument pas nécessaires pour compléter le niveau de preuve, mais qui sont tout à fait cohérentes avec ces connaissances. Et donc là, à nouveau, comme pour d'autres polluants qu'on a déjà évoqués, le plomb ou les particules fines, une cohérence entre les effets du contaminant à toutes les échelles, de la molécule à la population. Et bien sûr, c'est dans ces cas-là qu'on a la théorie la plus convaincante concernant les effets de la substance. Pour beaucoup de polluants environnementaux, bien sûr, on est très loin d'avoir ça, mais dans le cas du distilbène, on a ce tableau cohérent. J'ai évoqué rapidement d'autres effets du distilbène sur des issues de grossesse défavorables, les grossesses extra-utérines, les fausses couches spontanées. Et donc, de façon dramatique, le distilbène cause ces troubles qu'il était censé prévenir il cause chez les filles des femmes à qui on l'a prescrit ces troubles qu'il était censé éviter chez leur mère. On a aussi des troubles du cycle menstruel, des problèmes de fertilité. Et on a commencé il y a une vingtaine d'années à se poser la question des effets sur la génération suivante, c'est-à-dire les enfants de ces femmes exposées in utero, les petits-fils et petites-filles des femmes à qui on a prescrit le médicament. On a très peu d'exemples chez l'humain de substances qui ont des effets sur plusieurs générations. Là, on a une association qui est observée avec certaines malformations des organes reproducteurs mâles, notamment l'hypospate, qui est une malformation de la verge avec une ouverture de l'urètre qui ne se fait pas au bon endroit, qui est une malformation qui se répare, entre guillemets, chirurgicalement pas trop mal. Vous voyez ici les travaux de la maternité de Port-Royal, le professeur Ponce, maternité de Port-Royal où
les collègues gynéco-obstétriciens ont assez précocement, enfin à partir de la fin des années 70, commencé à systématiquement demander aux femmes qui venaient en consultation obstétricale si, à leur connaissance, leur mère avait utilisé du Distilbène pendant la grossesse, ce qui a permis un enregistrement prospectif, prospectif par rapport à l'issue de la grossesse qui est étudiée ici, de l'exposition, ce qui limite les biais de mémorisation, et ce qui a permis au professeur Pons de comparer sur l'ensemble des naissances de petits garçons sur la période des années 93 à 2002, une vingtaine d'années, le taux d'hypospad qui était, vous voyez, de l'ordre de 0,03% en l'absence d'exposition identifiée au Distilbène par la maman pendant la grossesse, et de 1,2% si la femme enceinte déclarait que sa mère avait à sa connaissance utilisé du Distilbène, soit une multiplication par 5 du risque d'hypospad. Et on a plusieurs études qui vont dans le même sens, dans des populations différentes, avec des sensibilités potentiellement différentes, mais qui sont globalement, vous voyez, ça c'est la méta-analyse, en faveur d'une multiplication peut-être par 5, là on a de l'imprécision, enfin d'une augmentation du risque d'hypospad en lien chez les petits-enfants des femmes à qui on a prescrit le Distilbène. Alors ces petits-enfants, ils sont quelque part exposés dans leur vie intra-utérine, exposés directement au Distilbène, puisqu'ils étaient là à l'état de cellules germinales ou précurseurs de ces cellules germinales quand leur grand-mère s'est vue prescrire le Distilbène. Donc, pour résumer, des effets du Distilbène chez la femme à qui on le prescrit avec une augmentation du cancer du sein, sur sa descendance et notamment sa fille avec des malformations congénitales utérines, les fameux utérus en T, des carcinomes, adénocarcinomes, des cancers pancréatiques. Je n'ai pas parlé des néoplasies du col de l'utérus, peut-être aussi cancer du sein probablement, bien sûr les troubles de la fertilité, variation de l'âge à la ménopause, peut-être des symptômes dépressifs. Et dans la deuxième génération, les petits-fils, une augmentation possible, probable, du risque de malformation congénitale des organes reproducteurs. Les leçons, ou certaines leçons de ces effets du Distilbène concernant la détection des effets adverses de médicaments ou de contaminants environnementaux. Vous voyez qu'on a réussi à identifier tout ça à partir du cluster de cancer qui a été identifié à Boston, qui a entraîné une étude cas témoin qui a pointé sur le Distilbène, qui a entraîné la mise en place de registres du cancer et d'adénocarcinome notamment, registres dans lesquels on demandait systématiquement l'exposition au Distilbène, qui a entraîné la création de cohortes avec un suivi à long terme qui ont permis d'identifier d'autres effets que l'adénocarcinome chez les femmes exposées in utero, notamment. Il faut réaliser que tout ça est très fragile et qu'on aurait pu passer à côté. Notamment ces 7 cas de ce cluster de 6 à 8 cas à Boston est probablement lié au fait que c'était un des hôpitaux où il y avait des médecins qui étaient d'ardents défenseurs de l'usage du Distilbène pendant la grossesse, qui ont fait que les femmes ont été très fortement exposées dans cette zone. Ce qui fait qu'on a eu un cluster, entre guillemets, relativement important, enfin 6 à 8 cas, on ne va pas débattre si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais disons suffisamment important pour attirer l'attention des médecins, et des médecins suffisamment attentifs pour se poser la question des causes de ce cluster et chercher parmi toutes les causes possibles et avoir l'idée de s'intéresser au Distilbène. Si jamais il n'y avait pas eu cet usage fort du Distilbène et ce cluster assez fort, mais peut-être seulement 2 ou 3 cas dans cette période chez ces jeunes filles, il n'est pas du tout certain que toute cette machine et cet ensemble d'études se soient déclenchées, permettant d'identifier les effets et de conduire aussi les travaux à une échelle plus fondamentale que j'ai évoquée. Donc tout ça est extrêmement fragile et il ne faut surtout pas se reposer uniquement sur ces clusters pour identifier les effets adverses des médicaments. En fait, c'est plutôt d'ailleurs un contre-exemple et il y a très peu de facteurs environnementaux pour lesquels, de nature chimique pour lesquels les clusters sont une approche efficace. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les clusters, mais bien souvent ça ne permet pas de conclure. Les exceptions, c'est bien sûr dans le cas d'agents infectieux qui ont des effets à court terme,
pour lesquels, à partir d'un cluster, on peut arriver assez vite à remonter à une cause qui souvent est proche, et aussi, dans certains cas, les médicaments. Mais la bonne façon, d'une manière générale, d'identifier les effets forts et moins forts des contaminants environnementaux, et en particulier de médicaments, c'est d'avoir un système de surveillance des prescriptions médicamenteuses ou des expositions environnementales, qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on commence à avoir aujourd'hui en France. C'est le système national des données de santé qui est alimenté par les prescriptions de l'assurance maladie, qui, si un tel drame survenait aujourd'hui, nous permettrait de savoir le nombre de personnes exposées. Ça a dû être estimé, et c'est une approximation dans le cadre du Distilbène, et nous permettrait de tracer ces personnes, de les alerter et d'identifier des surrisques éventuels chez eux, voire dans leur descendance, même si la liaison entre une personne à qui on prescrit quelque chose et sa descendance n'est pas quelque chose de trivial à partir de ce système national des données de santé. Ce sont des approches qui sont mises en œuvre, notamment dans une équipe de recherche qui fait un travail admirable, qui est l'équipe EPIFAR de Mahmoud Zurek et Rosemary Drespira, soutenue par la NSM et l'assurance maladie. Donc il est crucial d'avoir bien sûr de la vigilance en cas de cluster, mais surtout des systèmes de détection des expositions et aussi des systèmes de détection et de surveillance des pathologies, comme notamment les cancers, registres de cancers qui étaient peu développés aux États-Unis à l'époque et qui aujourd'hui, dans le cas de la France, se couvrent de l'ordre de 15% de la population adulte. Donc voilà, d'un point de vue méthodologique, un petit peu ce qu'on peut tirer comme conclusion. On pourrait aussi réfléchir un petit peu sur ce décalage de 6 ans entre l'interdiction du Distilbène pendant la grossesse aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, dès la publication dans le New England Journal of Medicine, donc on a eu un arrêt et une recommandation par la Food and Drugs Administration, enfin une interdiction de le prescrire pendant la grossesse. En France, on a continué jusqu'en 1977. Il y a des pays qui ont été pires, l'Espagne 80, la Hongrie 83. Certains gynéco-obstétriciens avaient invité Arthur Herbst dès 1972 à Paris pour qu'il présente ses travaux, mais on a bien sûr considéré qu'en France, on utilisait le Distilbène de façon un petit peu différente, avec des associations d'autres molécules un petit peu différentes, donc on n'était pas concerné par le problème. Il a fallu la publication du premier cas d'adénocarcinome chez une jeune femme française en 1975 pour que l'alerte se répande un petit peu et qu'on finisse par arrêter de le recommander pendant la grossesse, ce qui n'est pas une interdiction, et puis de cesser d'enlever l'indication pendant la grossesse dans le Vidal, mais c'est simplement une mention dans le Vidal sans aucune information générale à la population, parce qu'il s'agissait apparemment de ne pas affoler la population par rapport à l'usage de cette molécule. Le résultat, c'est que l'affolement il est venu plus tard, quand certains médecins et lanceurs d'alerte, comme on dit, ont réussi à ce que le problème soit médiatisé. Mais on a été beaucoup moins réactif, notamment sur le plan scientifique, de la mise en place de cohortes. Il faut dire que c'était tard pour suivre ces femmes exposées à l'âge adulte ou in utero au Distilbène, malheureusement en France, qui limite les connaissances. Après, heureusement que nos collègues américains ont réussi à mettre en place des systèmes de surveillance intéressants qui nous donnent des informations tout à fait valables. Voilà, tout ça a été notamment discuté par des collègues sociologues dans un numéro de 2016 de la revue de sciences sociales de la santé, Fillon et Torny. Alors, changeons de molécule pour arriver au DDT. Le DDT est une molécule dont vous voyez qu'elle a aussi 2 noyaux aromatiques, mais pas de groupe OH. En revanche, 5 atomes de carbone qui vont avoir un rôle dans la persistance environnementale et dans l'organisme de cette molécule. La molécule était connue depuis un certain temps, mais c'est en 1939 qu'un Suisse, Paul Müller, découvre ses propriétés insecticides. Il a cherché à vendre et à informer différents pays de ses propriétés. D'abord l'Allemagne nazie qui n'a pas été intéressée, et ensuite les Américains qui ont vu l'intérêt de la molécule pour traiter le typhus, qui est un des problèmes endémiques dans les armées, qui fait des fois
tout autant, voire plus de dégâts que les armes ennemies. Il a aussi été utilisé avec un certain succès, tant que les insectes ne s'adaptaient pas, pour éradiquer la malaria en Amérique du Sud, en Italie, où la malaria était endémique jusqu'à cette période. Et d'ailleurs, le nom italien de malaria nous fait bien ce lien avec l'Italie. Et tout ceci a valu à Paul Muller le prix Nobel de physiologie de 1948. D'ailleurs, Charles Dodds, qui avait inventé le distilbène, a été anobli par la reine en 1964, 7 ans avant qu'on découvre les effets nocifs de la substance. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait de l'épandage de pesticides, y compris de façon aérienne aux États-Unis, pour lutter contre les fourmis, différents insectes. Et vous voyez que, voilà, là, c'est les usages contre le typhus, avec une exposition de la population qui était liée au fait qu'on n'avait pas du tout la notion que le DDT pouvait être un problème pour les humains, à tel point qu'on avait même des publicités. Ici, c'est un top modèle qui, en 1948, pose dans un nuage de DDT avec son soda favori et son hamburger. Le mode de vie américain n'est pas menacé par le DDT. En tout cas, c'est ce qu'on pensait en 1948, je pense, avec une certaine sincérité, à tel point que, voilà, on parle de protéger les enfants, ce n'est pas protéger contre le DDT, c'est protéger avec le DDT en leur mettant du papier peint imprégné de DDT dans leur chambre, avec la participation d'ailleurs de Mickey Mouse et de voilà, Walt Disney, pour éliminer les mouches et les moustiques dans la chambre à coucher. En fait, à partir de la fin des années 40 et dans les années 50, on a découvert que ce DDT était persistant dans l'organisme, qu'il avait des effets sur la faune sauvage, et notamment sur certaines espèces de rapaces, notamment le pigargue à tête blanche, qui est le symbole des États-Unis, ce qu'ils appellent l'aigle chauve. Ces travaux ont été synthétisés par Rachel Carson, qui est une biologiste marine, dans son livre « Le printemps silencieux », qui désigne sa crainte qu'un jour on n'ait plus d'oiseaux au printemps, qui chantent dans la nature du fait de l'usage important des polluants organiques persistants. Ces effets démontrés, malgré toutes les attaques de diverses natures subies par Rachel Carson à la suite de la publication de son livre, ont entraîné l'interdiction du DDT en 1972 aux États-Unis et dans l'Allemagne de l'Ouest, et puis plus tard dans de nombreux autres pays, via notamment la Convention de Stockholm que j'ai déjà évoquée, qui a été ratifiée en 2004. Donc là, vous voyez, on a cette fois-ci, disons, environ 25 ans entre le moment où on donne le prix Nobel pour une substance miracle à Paul Muller et l'interdiction de cette substance identifiée comme dangereuse pour l'environnement. Le DDT, c'est en fait un mélange de différentes molécules avec différentes localisations des atomes de chlore. C'est une substance qui a une affinité plutôt dans les graisses, qui explique sa demi-vie longue dans l'organisme, de l'ordre de 10 ans, et la demi-vie de ces métabolites est parfois plus longue. C'est une demi-vie qui est aussi longue dans l'environnement et dans le sol. La substance est stockée dans les tissus gras, et ce qui va faciliter son transfert via le lait maternel à la génération suivante, ce qui fait qu'on a toujours une exposition aujourd'hui au DDT, via d'une part l'alimentation qui fait que les jeunes femmes y sont exposées, et puis exposition qu'elles transmettent en partie via l'allaitement à leur descendance. Et la substance va aussi être capable de traverser le placenta. Ces propriétés d'accumulation dans les tissus gras vont faire qu'elles s'accumulent tout le long de la chaîne alimentaire, avec un ratio de plusieurs millions entre la concentration dans le milieu marin et les espèces qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire. Et c'est l'identification de cette contamination des phoques, des ours, de l'Arctique, très loin des lieux d'usage de la molécule et du pesticide, qui ont permis dans les années 50, 60, 70 de prendre conscience de ces problèmes de pollution comme un phénomène global. Il y avait de la pollution dès le Moyen-Âge, mais c'était très local. Les teinturiers autour de la Bièvre qui incommodaient leur voisinage, les usines de soude, etc., avec des effets plutôt locaux, bien identifiés. Mais là, on a vraiment, dans ces années 60, avec les polluants organiques persistants, la vision, l'identification des polluants environnementaux comme
des polluants qui se dispersent sur des échelles extrêmement importantes, à des milliers de kilomètres de leur source. Et le DDT et d'autres polluants organiques chlorés sont emblématiques de cette prise de conscience. Alors passons de l'échelle écologique à l'échelle moléculaire, avec l'affinité pour certains récepteurs nucléaires. Vous voyez qu'il y a une affinité du DDT pour le récepteur aux oestrogènes, mais qu'on est très loin de l'affinité du distilbène, avec un ordre de grandeur, un rapport de l'ordre de 10 puissance 4 entre l'affinité du DDT et celle de l'œstradiol et du distilbène. Donc c'est un œstrogène, un composé avec une affinité pour l'œstrogène qu'on peut qualifier de relativement faible par rapport à l'œstrogène naturel. Bon, il faut rappeler que cette affinité, elle dépend beaucoup du modèle dans lequel on le teste et du récepteur aux oestrogènes qu'on utilise, de l'espèce d'où vient le récepteur aux oestrogènes. Mais enfin, disons qu'on a quand même cet ordre de grandeur important en faveur d'une affinité faible. Il y a une activité aussi anti-androgénique du métabolite du DDT qui est le DDE, qui est un effet cette fois-ci plus fort et tout à fait similaire à celui qu'on observe avec un autre pesticide qui est la vinclozoline, et d'autres effets, notamment sur la voie des prostaglandines avec des concentrations faibles, comme vous le voyez, du DDT dans ce modèle, dans ce test aussi cellulaire. Donc, on peut parler du DDT comme une substance œstrogénique, mais bien sûr, ce n'est pas le seul effet et ce n'est pas la seule modalité d'action sur l'organisme. Certains effets, notamment sur la faune, peuvent passer par les autres récepteurs que j'évoque ici, notamment donc, ces effets anti-androgéniques, qui ont été étudiés dans le contexte d'une contamination par des organochlorés en Floride, dans le lac Apopka, où ont été déversés une multitude de contaminants, ce qu'on appelle du dicofol, qui est un mélange qui contenait notamment du DDT et d'autres substances. Et un zoologue spécialiste d'écotoxicologie qui s'appelait Louis Guillette a étudié les effets sur la santé de cette population d'alligators du lac Apopka en les comparant avec un autre lac où il n'y avait pas de contamination par les organochlorés. Et là, il est aux prises avec un bébé alligator, avec un pied à coulisses, à mesurer la taille du pénis de cet alligator, parce qu'il y avait des problèmes de fertilité et de diminution de la taille de l'espèce et de la population d'alligators du lac Apopka, qu'il explique par des altérations du volet masculin de la fertilité. Ces effets, ces associations et cette comparaison entre les niveaux de fertilité et de marqueurs hormonaux, et notamment les taux d'œstrogène et de testostérone, œstrogène qui était œstrogène qui était augmenté dans le lac Apopka, et niveau de testostérone et des hormones masculinisantes, si on peut dire, qui étaient diminués dans ce lac Apopka. Et ces effets sur la fertilité ont été reproduits au laboratoire en exposant les œufs d'alligator, notamment au DDT et à ces métabolites. Donc là, c'est un premier exemple d'effet sur la faune sauvage et notamment sur les aspects de fertilité masculine. Concernant les effets sur la population d'oiseaux que j'ai déjà évoqués, notamment le pigargue à tête blanche et d'autres espèces de rapaces des Grands Lacs, il y a plusieurs mécanismes impliqués à un certain niveau, et il est probable que l'un d'entre eux passe par une diminution de l'épaisseur de la coquille de ces oiseaux, ce qui va augmenter leur fragilité et ce qui va du coup diminuer la taille de la portée. Et encore à un niveau plus fondamental, ce qui peut expliquer cet effet de contaminants comme le DDT sur la taille sur l'épaisseur de la coquille des oiseaux, c'est l'inhibition par le DDT de la voie des prostaglandines qui sont impliquées dans la synthèse de cette coquille. Donc on a là une des explications
de l'alerte donnée par Rachel Carson sur les effets des polluants organiques persistants sur la faune sauvage et notamment les oiseaux. Alors Rachel Carson, dans son livre, elle alerte non seulement à propos d'effets sur la faune sauvage, mais aussi sur des effets sur la santé humaine. Donc je vous ai dit qu'au début de l'usage du DDT, ils étaient complètement exclus par les promoteurs de la substance. Et à l'époque, le niveau de preuve, à l'époque de la publication du livre de Rachel Carson, le niveau de preuve était faible. Mais la question a été abordée par une collègue épidémiologiste californienne, Barbara Cohn, qui a pu s'appuyer sur une cohorte mise en place dans les années 60, cohorte de femmes enceintes qui ont été recrutées alors qu'elles avaient donc 25-30 ans au moment de leur grossesse, à qui on a fait une prise de sang dans les années 60 et qui ont été suivies. Et fort heureusement, les prélèvements biologiques qui ont été faits dans les années 60 ont été conservés et congelés pendant une certaine période. Ce qui a permis à Barbara Cohn, au début des années 2000, de décongeler ces échantillons, de doser le DDT et de mettre en relation le niveau de DDT avec le risque de cancer du sein chez ces femmes suivies pendant une quarantaine d'années, donc qui avaient alors environ 60 à 70 ans. Le résultat de l'étude, c'est qu'il n'y avait pas d'association nette entre les niveaux de DDT pendant la grossesse et le risque de cancer du sein survenu dans la quarantaine d'années qui suivaient. Il y avait toutefois, quand elle faisait une analyse de sous-groupes, qui sont quelque chose toujours dont on se méfie un petit peu en épidémiologie, parce qu'il y a des associations fortuites qui peuvent surgir, une association entre DDT et niveau de risque de cancer du sein qui s'observait chez les femmes qui avaient moins de 14 ans en 1945, c'est-à-dire les femmes qui étaient jeunes avant les premières règles, au moment où on a commencé à utiliser fortement le DDT aux États-Unis. Ça lui a donné motivation pour poursuivre ses travaux. Et ce qu'elle a fait notamment, c'est qu'elle a suivi la descendance de ces femmes de la cohorte CHDS. Descendance pour lesquelles le dosage qui a été fait pendant la grossesse de leur mère en 1960 constitue une estimation de l'exposition au DDT dans la vie précoce, dont elle a pu étudier les effets. Quand on suit ces femmes qui sont nées dans les années 60, sur une période d'une cinquantaine d'années jusqu'en 2010, de façon à observer un certain nombre de cas de cancer du sein, on observe cette fois une association nette entre le niveau de DDT, alors cette fois-ci c'est le niveau de DDT au moment de la vie intra-utérine, en gros autour de la grossesse, et le risque de cancer du sein 50 ans plus tard. Donc on a ici des éléments en faveur d'un effet du DDT sur le risque de cancer du sein, en tout cas dans le contexte d'une exposition très précoce, plutôt que d'une exposition à l'âge adulte. Bien, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup d'arguments en faveur d'une implication de la voie œstrogénique cette fois-ci dans cette association entre DDT et cancer du sein. Bon, on peut rappeler que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent à l'échelle européenne, plus de 400 000 cas chaque année. Depuis très longtemps, on suspecte un lien entre l'ovaire et le cancer du sein. On sait que les facteurs de la vie reproductive sont associés au risque de cancer du sein. Or, ces facteurs de la vie reproductive sont aussi associés à l'exposition de la femme aux hormones endogènes. Plus je vais avoir d'enfants, plus je vais allaiter, moins je vais avoir de cycles menstruels et d'exposition à certaines hormones reproductives. On retrouve des niveaux élevés de la protéine qui code pour le récepteur aux œstrogènes et le récepteur à la progestérone dans les tumeurs mammaires précancéreuses. On sait que l'œstrogène in vitro peut stimuler la prolifération de ces cellules cancéreuses. Elles sont avides d'œstrogène. Et le premier médicament efficace contre le cancer du sein, très efficace, c'est le tamoxifène, qui est un anti-œstrogène. Et une autre molécule anti-cancéreuse, c'est ICI 182-780, dont on sait qu'il se fixe au récepteur aux œstrogènes sur les tumeurs et bloquant ainsi l'effet de prolifération induit par les œstrogènes. Donc tout ça, c'est des arguments en faveur de cette implication de la voie œstrogénique dans l'étiologie du cancer du sein. Et cancer du sein dont j'avais évoqué dans ma leçon inaugurale, qui fait partie de ceux pour lesquels on s'attend, du fait d'études familiales, à une contribution forte des facteurs environnementaux au sens large, environnementaux incluant les facteurs de la vie reproductive. Et effectivement, on a identifié des polymorphismes génétiques impliqués dans l'étiologie du cancer du sein, BRCA1, BRCA2.
Mais on a surtout beaucoup de facteurs environnementaux associés à ce facteur, à ce cancer, notamment les facteurs de la vie reproductive que j'ai évoqués, notamment bien sûr le distilbène dont on a déjà parlé, les traitements hormonaux de la ménopause, parce qu'on n'a bien sûr pas arrêté de donner des hormones aux femmes dans les années 70. On a arrêté de le faire aux femmes enceintes, mais on s'est dit que les femmes ménopausées, il n'y avait pas de problème. Et malheureusement, le risque de cancer du sein est accru. La pilule contraceptive est reconnue comme cancérigène du point de vue de ses effets sur le cancer du sein. Et puis, un certain nombre de facteurs chimiques qui sont reconnus comme étant des cancérigènes probables ou certains peuvent agir selon cette voie œstrogénique. Le DDT que je viens d'évoquer, aussi les PCB et peut-être le bisphénol A, pour lequel le niveau de preuve est différent. On a aussi d'autres facteurs environnementaux impliqués dans la survenue du cancer du sein, et pour certains d'entre eux, une voie hormonale peut être impliquée, notamment pour ce qui est de l'effet du travail de nuit sur le risque de cancer du sein, et aussi d'autres substances comme la dioxine. Alors ici, j'évoque une approche un petit peu... voilà, des éléments, disons, substance par substance, dont certaines substances ayant une implication, une contribution qui peut passer par la voie œstrogénique. On peut se demander s'il n'y a pas moyen d'avoir une approche plus globale pour démontrer cette implication de la voie œstrogénique dans le cancer du sein. Il y a tous les éléments fondamentaux que je viens d'évoquer avant. Et du point de vue épidémiologique, il y a des travaux très intéressants de collègues espagnols, l'équipe de Marieta Fernandez et Nicolas Solea à Grenade, qui ont réalisé une étude cas témoins avec environ 190 femmes atteintes de cancer du sein et 190 témoins, chez qui ils ont quantifié le TEXB, qui est un marqueur de la charge xénoœstrogénique totale. Le principe, c'est de faire une prise de sang chez les cas et les témoins, de séparer une fraction qui est d'œstrogène qui est d'origine endogène, les hormones stéroïdiennes générées par la femme, qu'ils appellent la fraction bêta, d'une fraction qui n'est pas d'origine intérieure à l'organisme, qui vient de l'environnement, et puis de tester l'affinité pour la voie œstrogénique de chacune de ces deux fractions. Et vous voyez ici le lien entre la fraction alpha qui correspond à la charge œstrogénique qui est d'origine extérieure à l'organisme, les xénobiotiques, avec le risque de cancer du sein qui est accru. Et d'ailleurs la fraction bêta d'origine endogène est elle aussi accrue, associée à un accroissement du risque de cancer du sein comme on peut s'y attendre. Il y a d'autres effets possibles du DDT et des substances organochlorées sur la santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je voudrais juste évoquer la poursuite du suivi de cette cohorte CHDS par l'équipe de Barbara Cohn. Chez les femmes exposées in utero, pour lesquelles on avait un dosage de DDT dans la vie intra-utérine, ont été observées une augmentation du risque d'obésité à l'âge adulte. Et dans la descendance de ces femmes, c'est-à-dire les petites filles des femmes qui ont été recrutées dans la cohorte, il y a une association suggérée avec un âge aux premières règles plus précoce. Voilà pour le DDT. J'avais prévu de vous parler de deux autres familles de substances avec des effets, cette fois-ci, anti-androgéniques, et pour aborder la question très importante des effets masculins. Vous aurez les transparents sur le site du Collège de France. Je voudrais juste dire un mot très rapidement des effets des anti-inflammatoires non stéroïdiens durant la grossesse sur le développement des organes reproducteurs masculins. C'est un travail pionnier qui a été notamment mené à l'échelle nationale et européenne par Bernard Gégou de l'INSERM, qui nous a quittés récemment et qui, à l'IRSET, a mené avec ses collègues danois des travaux pionniers sur ces substances, avec à la fois la combinaison de travaux chez l'humain qui indique une association entre la prise de paracétamol, notamment d'aspirine en début de grossesse par la femme, avec la survenue de cryptorchidie ou d'hypospad chez l'enfant qui naît peu après. Et au niveau plus fondamental, il est possible que cet effet soit expliqué par l'aptitude du paracétamol et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens
à inhiber la voie et la synthèse des androgènes. On démontre, et Bernard Gigot et ses collègues l'ont démontré, une diminution de la production de testostérone, notamment sur des modèles de testicules ex vivo, que ce soit dans certains cas à l'âge adulte et en tout cas de testicules fœtaux, notamment à partir de produits de fausses couches, en lien avec cette exposition au paracétamol. Et puis il y a des éléments chez l'humain documentant cette association. Je ne suis pas sûr qu'au niveau animal, on ait pour le moment reproduit cet effet des analgésiques. La vinclozoline, je voulais l'évoquer très rapidement parce que c'est un des exemples d'une substance, là aussi anti-androgénique, dont les effets, ici vous voyez sur la production spermatique, se manifestent dans la première génération de mâles exposés in utero, mais aussi dans leur descendance sur plusieurs générations. Vous voyez la F2. F2, c'est les petits-fils, entre guillemets, des mâles qui ont été exposés in utero à la vinclozoline. F3 et F4, on observe aussi cette altération de la production spermatique. Donc on peut vraiment parler strictement ici d'effets transgénérationnels à partir du moment où la génération chez qui on observe l'effet n'a pas été exposée in utero, même en tant que cellule germinale, alors que par la substance. Il y a des débats pour expliquer l'association avec ces différents effets, de ces effets, avec l'équipe de Skinner qui met en avant un mécanisme possible d'héritage transgénérationnel épigénétique, mais qui est débattu par les épigénéticiens, et vous pouvez vous référer à cet article de Edith Heard ici, même qui discute cette question. Voilà. Je vais juste dire très rapidement un mot de deux autres grandes familles de substances parce qu'elles perturbent un autre axe dont on n'a pas parlé à l'heure actuelle, même si ce n'est pas forcément le seul axe qui va être perturbé. Les PCB, dont l'effet a été identifié à la suite de deux drames dits de Yusho et Yusheng. Yusho et Yusheng, ça veut dire en japonais et en chinois la maladie de l'huile, puisque en fait, l'exposition au PCB vient d'huile de riz qui est désodorisé par un chauffage à haute température. Le chauffage se fait en utilisant des PCB, qui sont des substances organochlorées inertes, qui malheureusement, à deux occasions, au Japon et puis à Taïwan, ont contaminé PCB, qui ont contaminé l'huile de riz, avec des effets d'abord sur la volaille qui était nourrie, et puis différents effets sur les populations exposées, et notamment des éléments en faveur de problèmes cognitifs induits chez les enfants exposés dans la vie intra-utérine. Et d'autres cohortes, cette fois-ci en dehors d'une contamination accidentelle, mettent en relation une diminution du quotient intellectuel, après ajustement sur un certain nombre de facteurs de confusion potentiels, en lien avec l'exposition au PCB. On retrouve des effets sur la cognition dans des modèles animaux de différents PCB, il y en a plusieurs centaines, il y en a plus de 200 des PCB selon la position des atomes de chlore. Et au niveau moléculaire, plusieurs voies peuvent être impliquées. Il y a une implication possible des hormones thyroïdiennes qui sont impliquées dans le développement du cerveau dans la vie intra-utérine. Cette fois-ci, ce n'est pas une liaison et une affinité directe avec le récepteur thyroïdien, qui est beaucoup moins plausible que dans le cas du récepteur aux oestrogènes, mais un effet de perturbation qui pourrait passer par le métabolisme, notamment dans le foie, des hormones thyroïdiennes, notamment de la T4, par les PCB, PCB qui aurait un effet sur l'excrétion biliaire de l'hormone thyroïdienne, limitant donc sa biodisponibilité et ses effets sur la croissance du fœtus. Voilà, je vais m'arrêter là. J'aurais aimé vous parler des perfluorés, qui sont une famille de substances qui sont encore autorisées et dont l'Europe discute aujourd'hui de l'interdiction, mais je vais m'arrêter là pour laisser la parole à William Bourguet, qui nous fait le plaisir de venir de Montpellier et qui, avec son collègue Patrick Balaguer, qui a préparé avec ses collaborateurs une présentation sur leur travail sur les effets des perturbateurs endocriniens à l'échelle des récepteurs nucléaires. Donc, une toute petite pause et tout de suite William Bourguet. Restez là pour une présentation absolument passionnante. Merci beaucoup.